Avec leur look d'adolescents, Stinson et Grimm pourraient passer pour des lycéens. Depuis une quinzaine de jours, à Nuneaton, petite ville à l'ouest de Birmingham, ces trentenaires sont devenus des vedettes. Impossible pour eux de mettre le nez dehors sans se faire interpeller. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Malgré ses tatouages et ses piercings, Stinson inspire le respect des mères de famille. Je le trouve super. Il est fantastique. Il nous faudrait plus de gens comme lui. Ce que la police n'arrive pas à faire, lui, il le fait. On ne va pas me croire. Ce que la police n'arriverait pas à faire, c'est protéger les enfants. Stinson est chasseur de pédophiles. Il y a 2 semaines, Channel 4 diffusait un documentaire le montrant en train de traquer des délinquants sexuels. Stinson le chasseur piège des présumés pédophiles sur Internet. Je crée un faux profil d'une fille qui a clairement l'air mineure. Pour appâter ses proies, il se fait passer pour une adolescente un peu naïve qui surfe sur les réseaux sociaux. Salut, je suppose que je suis trop jeune pour toi, j'ai 12 ans. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire avec un homme plus vieux que toi? Je sais ce que je voudrais te faire, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Stinson attend que les prédateurs proposent un rendez-vous. Lorsque le présumé pédophile arrive, il est piégé et tout est filmé. Monsieur, arrêtez de courir. Cette vidéo va aller à la police et être mise en ligne. Les images sont immédiatement transmises à la police, puis mises en ligne pour dénoncer les pédophiles en montrant leur visage. Une méthode qui apparaît comme une solution miracle pour de nombreux Anglais dans un contexte tendu, où de nombreux scandales pédophiles ont été mis en lumière ces dernières années. Le documentaire consacré à Stinson et à son équipe a été vu par 1,5 million de personnes, une audience record pour l'une des plus grosses chaînes du pays. Pour son réalisateur, le chasseur est devenu un phénomène de société. Stinson est souvent décrit comme un justicier, même s'il n'aime pas ce mot. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. Don a filmé Stinson pendant plus de 18 mois et a assisté à des dizaines de tracks comme celle-ci. Dans ce cas, on voit le mec complètement estomaqué. Il vient dans cette maison en pensant avoir une relation sexuelle avec une fille de 14 ans. Et à la place, il tombe sur un grand mec et des caméras. Il a l'air très choqué. Des méthodes légales, mais moralement discutables, qui n'ont pourtant pas l'air de poser problème en Angleterre. 90% des gens approuvent ce qu'il fait, approuvent ses méthodes. C'est Internet qui a permis de faire ça. Notre société n'a pas encore fait le tour de cette question, ne l'a pas encore assimilée dans ses lois, dans leurs applications. On ne sait pas très bien si moralement c'est bien ou mal. Est-ce qu'une personne seule a le droit de faire ça? Stinson joue au justicier. Pourtant, cet ancien toxicomane n'a pas toujours été un citoyen modèle. Arrêté à 17 ans pour avoir mis le feu à son lycée, il a passé 7 ans de sa vie en prison. Aujourd'hui, il nous emmène dans le parc où a eu lieu sa toute première traque. C'était il y a 3 ans. Oui, c'était là. C'était ce banc. Le gars était assis ici, mon pote était en train de filmer, je me suis mis là et j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a dit « Oh, j'attends quelqu'un ». J'ai dit « Oh, c'est moi, je suis une jeune fille de 14 ans ». À ce moment-là, il s'est levé, il est parti en courant, il s'est enfui, on l'a laissé partir. Plus tard dans l'après-midi, on a piégé un autre gars, le maire d'une ville du coin. Depuis, il a été mis en examen pour 17 chefs d'accusation. Stinson se prend à la fois pour un policier et pour un juge. Il pense que s'il ne fait rien, personne d'autre n'agira. Les gens utilisent les réseaux sociaux comme un truc pour se plaindre, pour dire ça devrait changer, mais personne ne fait rien de concret. Ils militent mais assis sur leur fauteuil. Moi j'en avais marre d'être assis à ne rien faire. Alors je me suis dit, allons-y, agissons, quoi qu'il arrive. La police ne peut rien contre moi. Ce n'est pas comme si j'enfreignais la loi. Venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher. Je suis pas inquiet. Stinson a commencé cette traque bien avant le tournage du documentaire. Sur son profil Facebook, un tableau de chasse d'une centaine de vidéos montrant des hommes pris au piège, à visage découvert. C'est nous qui avons fait le choix de flouter leur visage.
Arrêtez-vous, je suis Stinson le chasseur. Des courses-poursuites, des hommes désespérés et suppliants. Votre fille, qu'est-ce qu'elle penserait de votre comportement? Non, s'il vous plaît, non. Toutes ces vidéos ont permis de faire condamner une dizaine de pédophiles. Pourtant, la police ne cautionne pas ces méthodes. Le commissaire du comté de Warwick a écrit à Stinson à plusieurs reprises pour lui demander d'arrêter ses activités. Pour lui, elles peuvent être dangereuses. S'il se contentait de nous apporter des preuves, ça suffirait pour nous aider. Mais pour lui, l'humiliation est importante. Et la diffusion des images aussi est importante. Je pense qu'il encourage les gens à faire justice eux-mêmes et on ne peut absolument pas cautionner ça. En attendant, les autorités ne peuvent rien faire pour arrêter Stinson, qui continue d'exposer les visages des présumés pédophiles sur Internet. Des méthodes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. L'an dernier, 7 hommes a été filmé par Stinson essayant de rencontrer une adolescente de 12 ans. 15 jours après la diffusion des images, il s'est pendu. Son ex-compagne a accepté de nous accueillir avec leur fils, qui n'avait que quelques mois lorsque son père s'est suicidé. Elle préfère garder l'anonymat pour nous parler. Quand les vidéos ont été mises en ligne par Stinson, Michael a reçu beaucoup de menaces, d'insultes. Il a été harcelé et c'est probablement ce qui l'a poussé à bout. Cela a eu beaucoup de conséquences. J'ai été menacée de mort, ma maison est maintenant surveillée par la police à cause de ça. Je ne sais pas si Michael aurait été jugé coupable ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que mon fils n'a plus de père. Des conséquences tragiques, mais Stinson, lui, n'a pas l'air de s'en soucier. Le fait est qu'il n'y a rien qui prouve que cet homme s'est suicidé à cause de moi. Mais ces gens ont des familles, et c'est aussi très difficile pour elles. C'est à eux d'y penser avant d'essayer d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. C'est ce que je leur réponds. Ils avaient qu'à y penser avant. S'ils aimaient tant que ça leur famille, ils les respecteraient en évitant d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. Des arguments convaincants. Juste après la diffusion du documentaire, il a lancé un appel aux dons sur Internet. Stinson Hunter a déjà récolté près de 40 000 € pour continuer sa traque. Birmingham, une grosse ville d'1 million d'habitants, 160 km au nord de Londres. Une image de carte postale avec ses jolis canaux et ses maisons en briques. Mais depuis 2 semaines, ce qui attire les visiteurs se trouve à quelques kilomètres de là, en banlieue. Il faut passer une petite zone industrielle, la prison de la région, et tourner à droite, James Turner Street, c'est ici que tout se passe. On va mettre la photo sur Facebook et Instagram. Vraiment? On montre qu'on y est. Plus loin, au cœur de la rue, c'est une atmosphère étrange qui règne, avec des portes qui claquent. 2 minutes, 2 questions. Personne ne peut nous parler? Des regards furtifs aux fenêtres. Et des habitants qui dissimulent leur visage. Et comme si un événement terrible venait d'arriver, les voitures de police passent et repassent. Les bobbies préviennent les étrangers. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé dans la rue les 2 dernières semaines? Non, du tout. Ok, des équipes de télévision ont été attaquées. Sur le pas de sa porte, un habitant désigne la raison de la colère collective. Le premier épisode montait honteusement. C'était scandaleux. Ce mélange qu'ils ont fait, j'étais choqué. Cette émission, à l'origine de la fureur de la rue, la voici. James Turner Street in Birmingham is not your average street. There are 99 houses, 13 nationalities, and most of the residents are claiming benefit. Benefit Street, la rue des allocs.
Carton télévisuel en série ces 2 dernières semaines en Grande-Bretagne. Plus de 5 millions de téléspectateurs pour une émission dénonçant les pauvres bénéficiant de toute forme d'allocation familiale, chômage ou de handicap. 1 an de tournage sur place. Pourtant, pour notre habitant, l'émission a sombré dans le sensationnalisme. Ils ont forcé les gens à faire des choses. J'ai vu le gars qui fait le marchand ambulant dans le quartier d'à côté. Je lui ai demandé ce qu'il était venu faire ici avec ses affaires. Et il m'a dit c'est Channel 4 qui m'a demandé de passer dans la rue. Caricature, bidonnage, le mal est fait. Les Anglais se lâchent sur les réseaux sociaux. Transformés en fainéants professionnels par l'émission, les habitants de la rue vedette en prennent pour leur grade. Cela montre combien notre système d'aide sociale est corrompu. Plutôt mourir que de vivre dans cette rue et de recevoir des allocations, sans blague. Mais l'opinion est divisée. Je suis étudiant et handicapé. J'ai besoin de mon alloc car il n'y a pas de travail pour les jeunes. Hasard ou volonté de la chaîne, l'émission arrive en plein débat sur les dépenses sociales en Grande-Bretagne. Le Premier ministre de droite, David Cameron, a trouvé comment faire des économies, taillées dans les allocs. Vous savez, aider les gens en les maintenant dans l'assistanat, inactifs, à quoi bon? Le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, c'est le travail et la dignité que cela apporte. Pour David Cameron, l'émission de Channel 4 Benefit Street arrive donc comme du pain béni. La confirmation du bien fondé de son programme anti-profiteur présumé, et c'est ce qui effraie l'opposition en Angleterre. Anne Begg est une députée travailliste. Présidente de la commission parlementaire sur le travail, elle est consternée par l'émission et le message qu'elle fait passer sur ceux qui ont moins de chance que les autres. Il n'y a que des cas extrêmes et peu de cas normaux dans l'émission. Et du coup, il y a eu beaucoup d'articles de la presse britannique qui ont fait des gens ayant des allocations des profiteurs, ce qui n'est pas la vérité. Les profiteurs sont une toute petite minorité parmi les 8 millions de personnes qui travaillent et qui reçoivent des aides, effectivement. Car on a décidé de vivre dans une civilisation où on ne laisse pas de gens dans la misère s'ils n'ont pas d'argent. La contre-attaque des adversaires des coupes budgétaires dans les aides sociales est en route, elle aussi sur Internet, sous forme d'une pétition. Et cette fois, c'est l'émission qui est attaquée. Il faut arrêter la diffusion de Benefit Street. En quelques jours, des dizaines de milliers de signatures. Les pauvres, les allocations politiques et télévision. Dans cet ouragan, Richard McKeown, le patron de l'agence qui a produit Benefit Street pour Channel 4, tente de faire bonne figure. Voilà un de nos premiers programmes, Bébé à emprunter, qui avait créé beaucoup de controverses en soulevant de nombreux problèmes. L'agence de Richard est spécialisée dans ces sujets provocateurs. Il y a 4 ans, nous étions venus pour une autre émission. Cette fois, il s'agissait de faire vivre des hommes politiques avec les maigres allocations des pauvres. Un chômeur a droit à 64 livres par semaine. Après avoir payé sa part de loyer, il ne reste alors aux députés que ces 5 livres par jour. 5 livres par jour avec mon style de vie, c'est impossible. Curieuse ironie, aujourd'hui dans Benefit Street, les pauvres sont la cible. Mais Richard McKeown revendique le travail de l'agence. Ce n'est pas un spectacle, il n'y a pas de construction, c'est leur vraie vie sur la longueur. Je ne comprends pas du tout cette énorme controverse, pour être honnête. C'est un moment génial. Nous intéressons les jeunes au problème de la pauvreté à travers cette série. Ils en débattent. Nous en sommes très fiers. Channel 4 en est très fier et je crois que les producteurs télé devraient en être très fiers. Nous retournons à Birmingham, dans James Turner Street. Ce soir-là, la direction de l'école de quartier organise une réunion publique sur les conséquences de l'émission pour les habitants. Benefit Street fait toujours la une. La BBC est même en direct. La réunion a lieu dans le bâtiment, juste derrière moi. Le porte-parole de la fondation locale attend, prêt à enfin annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons négocié avec Channel 4 toute la journée et ils viennent de donner leur accord pour qu'après le dernier épisode, il y ait un débat sur l'émission en studio. Il reste 3 épisodes de Benefit Street. Le dernier parlera de l'amour chez les pauvres, une nouvelle controverse en perspective. Dans ce film promotionnel de l'Office du tourisme du Yorkshire, la ville d'Oxford présente ses meilleurs atouts.
son université connue dans le monde entier, et ses petites rues au charme tranquille. Une réputation de ville carte postale écornée depuis peu par un fait divers particulièrement sordide. Plusieurs frères ont été condamnés à la prison à vie à cause de leur appartenance à un gang de 7 pédophiles qui ont violé des enfants à Oxford. Ils ont été inculpés pour avoir abusé de filles âgées de 11 à 15 ans. Les membres du gang, les voici, des trentenaires d'origine pakistanaise, inculpés pour viol en réunion, torture et barbarie sexuelle extrême. Leur cible, des enfants fragiles placés en maison d'accueil, en fugue ou en rupture familiale. Selon l'enquête, les premiers faits remonteraient à 2006. C'est dans cette rue cossue que la ville abritait son noir secret. Dans un bed and breakfast miteux destiné aux touristes où les victimes étaient emmenées de force. L'auberge est juste en face. Ali Nassim habite à quelques centaines de mètres du bed and breakfast où les sévices ont eu lieu. Dans le quartier, le lieu avait mauvaise réputation. On savait que c'était un endroit assez glauque. Mais bien sûr, on ne se doutait pas que des incidents horribles avaient lieu contre ces jeunes filles. Le propriétaire dit qu'il ne savait rien, ce qui est très dur à croire. Aujourd'hui, le propriétaire est libre, relâché sous caution en attendant son procès. Et le bed and breakfast est toujours ouvert. Alors régulièrement, Alina campe devant pour intercepter les touristes et leur expliquer la situation. Un devoir de citoyen, dit-elle. Pourquoi vous allez dans cette auberge en particulier? C'est juste pour une nuit. Mais il y a des enfants qui ont été violés ici. En tant qu'habitant du quartier, je veux que vous le sachiez. Est-ce que vous avez réservé ici? Vous connaissez l'histoire de cet endroit? Si vous étiez ma fille, je vous dirais d'aller ailleurs. Les citoyens comme Alina ne sont pas les seuls à réagir. La presse, elle, se fait l'écho des nombreuses zones d'ombre qui entourent l'affaire. Jackie Long est rédactrice en chef à Channel 4, spécialiste des questions de société. Pour elle, si le gang de pédophiles a pu opérer pendant près de 8 ans, c'est à cause des failles de la police qui n'a pas pris les plaintes de victimes au sérieux. Une des jeunes victimes, par exemple, est allée demander de l'aide au commissariat plusieurs fois. Et finalement, on l'a menacée de poursuite car elle faisait perdre son temps à la police. Donc ils ne l'écoutaient pas. Tout ça a provoqué un débat sur la manière dont la police et les services sociaux traitaient ces jeunes filles vulnérables. Oui, certaines étaient droguées ou buvaient, mais la question est précisément de savoir si elles ne faisaient pas ça à cause de ce qui leur arrivait. La première plainte, déposée par une jeune fille de 14 ans, date de 2006. Certains clients de la guest house vont eux aussi tirer la sonnette d'alarme et prévenir les forces de l'ordre, sans succès. Bonjour, j'appelle pour signaler un cas urgent, c'est à Oxford. Je suis dans une auberge, j'ai entendu une fille qui se fait tabasser dans la chambre à côté de la mienne. Même après un coup de fil aussi explicite, aucune arrestation ne suivra. 6 ans après les premières plaintes, la police va finalement interroger les membres du gang en 2012. Parlez-moi de la guest house. Rien à dire. Êtes-vous déjà allé là-bas? Rien à dire. Comment alliez-vous là-bas? Rien à dire. C'était pas moi. Je n'étais pas là. Je sais pas pourquoi cette fille dit ça. Ok, donc elle vous désigne, mais ce n'est pas vous. Non, c'était pas moi. Avec un certain mépris pour les enquêteurs, les accusés nient tout en bloc. Ils seront relâchés quelques heures plus tard. Pour comprendre, nous avons cherché à rencontrer un officier de la police d'Oxford. La réponse, l'officier en chef n'a pas le temps. Nous nous rendons sur place pour en savoir plus. La présence de notre caméra attire l'attention de 2 policiers, mais là encore, ils refusent de commenter l'affaire. Vous pouvez répondre à nos questions? Non, vous devez passer par le bureau de presse. Mais ils ne veulent pas nous parler. Désolé si c'est votre impression, mais on ne peut rien faire. C'est finalement la ténacité d'un inspecteur en chef aujourd'hui à la retraite qui mènera les bourreaux d'Oxford en prison à vie.
3 mois après la sentence, l'affaire a provoqué une prise de conscience et les campagnes associatives contre les gangs de prédateurs sexuels se multiplient. I hate everyone apart from Jay. I hate his brother. He just tries to get me wasted so he can have sex with me. Mais c'est dans la communauté pakistanaise, particulièrement mise en cause suite aux faits divers, que la prévention s'est la plus développée. Bienvenue à Bradford, à 3 heures de Londres, une ville ouvrière où 40% de la population du centre-ville est d'origine pakistanaise. Alias Karmani est un imam respecté à Bradford. Choqué par l'affaire du gang d'Oxford, il a décidé d'écrire un prêche anti-pédophilie qu'il a fait lire dans plus de 500 mosquées en Angleterre. La prière va vous écarter des dérives sexuelles et de la transgression. Et nous appelons toutes les communautés à prendre leurs responsabilités. L'idée du prêche, faire appel à la piété des fidèles pour qu'ils relaient le message dans leur communauté. D'un point de vue religieux, dans l'islam, il est très bien expliqué que les enfants doivent être en sécurité et protégés de toutes sortes d'abus et d'exploitation. Alias est le premier imam à avoir parlé de pédophilie à la mosquée. C'est aussi le premier à oser briser le tabou de la sexualité. Il y a beaucoup de conservateurs chez nous qui ne veulent pas parler de sexualité. Moi, je m'occupe d'une hotline qui conseille les musulmans sur le sexe. Tous les jours, j'ai des appels sur le comportement à avoir. Je suis comme un thérapeute sexuel. Je pense que lorsqu'on crée une culture où l'on parle ouvertement de cela, ça aide pour régler les problèmes des gens. Sinon, les gens mènent une double vie et c'est ça qui crée la dérive. Plusieurs fois par mois, Alias part à la rencontre des plus jeunes pour libérer leurs paroles. Dans leur famille, ces adolescents parlent peu. Mais ici, en petit groupe et dans la bonne humeur, ils reviennent sur les dommages collatéraux causés par l'affaire du gang d'Oxford. Moi, par exemple, je travaille dans un collège. Et maintenant, quand je parle à une élève un peu trop longtemps, les gens me regardent bizarrement. Et comme dans les médias, c'est identifié comme une pratique de musulmans, alors les gens se disent « encore un prédateur ». L'affaire d'Oxford laisse des séquelles dans la communauté pakistanaise en Angleterre. Mais ce phénomène dépasse largement ce milieu. Mi-septembre, c'est un officier de police londonien qui a été suspendu après avoir tenté de séduire plusieurs mineurs. En à peine un an, 5 adolescents britanniques se sont suicidés après avoir été victimes de harcèlement sur Internet. On parle beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux, car le cyberharcèlement est devenu un problème de société. La dernière victime, la voici. Anna Smith, une jeune lycéenne de 14 ans, retrouvée pendue dans sa chambre après des mois de calvaire. Avant elle, il y avait eu Joshua, les sœurs Gallagher et Cara Puxley. Des adolescents devenus tous des souffres-douleurs de Ask FM, le réseau social le plus populaire chez les moins de 17 ans. Cette série noire a provoqué un tel scandale que le Premier ministre britannique David Cameron s'est senti obligé d'appeler au boycott du site internet. Il y a une chose qu'on peut tous faire aujourd'hui en tant que parents ou utilisateurs, c'est de ne pas aller sur ces sites dangereux et même de les boycotter. Malgré cet appel au boycott, le site d'Ask FM ne désemplit pas. Un appel au boycott arrivé bien trop tard pour Sharon Puxley, la tante de Chiara, dévastée par la mort de sa nièce. Pour cette femme, Chiara n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours et elle condamne ce site pousse au crime. Sur Ask FM, les harceleurs disaient à Chiara qu'elle était grosse alors qu'elle ne l'était pas. Ils disaient qu'elle était moche. Ils tenaient aussi des propos à caractère sexuel. C'est une maltraitance extrême et horrible pour une fille de 15 ans, à un moment de la vie où on est très sensible sur son apparence et sur le jugement des autres. Tout cela l'a sûrement complètement bouleversée. Tous ces commentaires étaient anonymes, et ce qui est terrible, c'est qu'il s'agit peut-être d'un de ses camarades de classe qu'elle ne soupçonnait absolument pas, ou bien de quelqu'un à l'autre bout du monde. Sur Ask FM, chacun a son profil et tout le monde peut le commenter dans un total anonymat. C'est ce qui en fait son succès. Ask FM, un site où les ados se sentent tout permis, car ils ne sont jamais identifiés. Un défouloir virtuel basé sur la discussion. Ici, 53 millions d'utilisateurs, dont 1,5 million de Français, peuvent s'insulter quotidiennement. En surfant sur le site traduit en 36 langues,
on peut lire sans aucun filtre. Ask FM, créé en 2010 en Lettonie, est devenu l'année dernière le 3e réseau social après Facebook et Twitter. Je suis pas horrible du tout. Après, ce que je suis pas, moi, je m'en fous. Un collège dans le centre de Londres. Ici, la plupart des élèves sont inscrits sur Ask FM, comme ces 3 jeunes filles. Tu vois, ça, c'est son compte Ask FM. Et je vais lui poser une question. Est-ce que tu peux me voir? C'est une question stupide, mais c'est le genre de question que les gens se posent ici. Moi, je lui réponds, moi aussi, je peux te voir. Mais comme elle a posé la question de manière anonyme, je ne peux pas savoir qui c'est. On est sur Ask FM car on aime savoir ce que les gens pensent de nous. Ils nous posent des questions qu'ils n'oseraient pas nous demander en direct car ils ont trop peur. Moi, je ne me tuerai pas car j'ai de l'estime pour moi. Et comme je ne connais pas ceux qui me posent des questions sur Ask FM, il n'y a aucune raison que leurs questions me touchent. Niall Colley est l'un des responsables de Beat Bullying, l'une des plus grandes organisations du pays qui lutte contre le harcèlement. Et pour lui, le problème, c'est que depuis l'apparition des réseaux sociaux, le harcèlement des adolescents ne s'arrête jamais. Les écoliers vont à l'école, ils sont harcelés. Ils reviennent de l'école par le bus, ils sont harcelés dans le bus. Et ils arrivent à la maison, ils allument leurs ordinateurs ou leurs smartphones et ils sont harcelés encore. Le harcèlement ne s'arrête jamais. Cette sorte de harcèlement ininterrompu est insupportable. Les jeunes peuvent difficilement y échapper. Cela a un effet cumulatif sur l'estime de soi de ces jeunes. Pour combattre le harcèlement, Niall Colley s'appuie sur un site internet et sur une armée de mentors comme Jessica. Les mentors sont d'ex-victimes de harcèlement qui ont suivi une formation pour faire de la prévention. Plusieurs heures par semaine, cette collégienne de 14 ans donne des conseils en ligne à des jeunes en difficulté. Ça, c'est la page d'accueil. Et je vais aller dans la rubrique du chat où les gens se rencontrent, car il y a parfois des jeunes qui ont besoin d'aide. Il y a des icônes entourées de couleurs qui nous identifient. Il y en a qui représentent les conseillers, les modérateurs ou les mentors, comme moi. Là, je suis avec Cool Kid 98. Là, elle me dit « Bonjour, salut, comment ça va ?» Sa copine se plaint de ne pas avoir obtenu d'aussi bons résultats qu'elle à ses examens, alors qu'elle a triché. Je lui conseille de parler à ses parents ou à sa prof. Un bon mentor consiste à écouter les besoins des gens et leur donner le meilleur soutien et conseil. Depuis le dernier suicide et la réaction de Cameron, tous les sponsors anglais ont rompu leur contrat avec le site Ask FM. La police a ouvert une enquête et le réseau social a promis de coopérer en livrant le nom des responsables des harcèlements. Ask FM s'est également engagé à renforcer la sécurité sur son site, mais en attendant, rien n'a changé et les ados courent toujours autant de risques qu'avant. D'après les services de renseignement, une femme anglaise serait impliquée dans l'attaque. Il y a de fortes présomptions que ce soit Samantha Looswaite, son surnom, la Veuve Blanche. Selon les agences de renseignement occidentales, la Veuve Blanche serait aujourd'hui la femme terroriste la plus recherchée au monde. L'histoire de Samantha Looswaite commence ici, à Aylesbury. Une petite ville de 70 000 habitants, à 70 km au nord-ouest de Londres. Une famille de la classe moyenne, père militaire et mère au foyer. Elle grandit dans l'une des maisons toutes identiques de cette rue. À 11 ans, ses parents divorcent. Pour Raj Khan, ancien voisin et ami proche de la famille, c'est un premier tournant dans sa vie. On lui a présenté une famille de nos amis. À l'époque, elle avait vraiment besoin de réconfort. C'est à ce moment-là qu'elle a développé une attirance tout à fait saine pour l'islam. La seule chose qui ressortait d'elle, c'est qu'elle était une jeune enfant innocente, sans aucun signe d'extrémisme. Rien ne pouvait nous faire penser, ni à moi, ni à la communauté musulmane, que cette jeune femme pourrait se radicaliser. C'était juste une jeune femme pacifique.
Il faut dire qu'ici l'islam est très présent, attirant pour une jeune ado un peu perdue. À Aylesbury, seulement 10% de la population est musulmane, mais dans son quartier en particulier, même les petites filles portent le voile. Au milieu des maisons, la seule mosquée de la ville, où Samantha récite ses premières prières. Un souvenir difficile à assumer pour Nikem Hussein, ancien maire et lui-même musulman. Il craint que l'image de la ville et de la communauté musulmane soit écornée. Pour une petite ville de province, être au cœur de l'actualité mondiale, c'est effarant. Nous sommes une petite ville tranquille, où les habitants vivent bien ensemble, avec les mêmes problèmes que dans les autres villes de cette taille. L'emploi, le logement, comme dans toutes les communautés. Honnêtement, je peux vous dire que nous ne sommes pas un terreau ni de radicalisme, ni de fondamentalisme. Mais il y a des salafistes ici? Oui, mais ils sont très bien, ils ne font que prier. Ils n'ont pas de lieu de rencontre, ils ne font rien de différent de ce que font les autres. Si ce n'est pas ici que Samantha se radicalise, c'est à Londres pendant ses études de religion. En l'an 2000, deuxième tournant dans sa vie. À l'université, elle rencontre Jermaine Lindsay. Tous les deux sont convertis à l'islam. Ils se marient, ont un fils. Samantha échange le voile pour le niqab. Puis, Jermaine Lindsay devient célèbre, un triste jour de juillet 2005. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens très effrayés. Des milliers de personnes qui s'enfuient de la station King Cross. Il y a eu une énorme explosion dans la rue en face de moi. La seule chose que je vois, c'est le haut d'un bus complètement détruit. Le mari de Samantha se fait exploser dans le métro londonien avec 3 autres kamikazes. Bilan, 56 morts. L'Angleterre découvre que le pays abrite des terroristes islamistes sur son sol. La veuve éplorée, enceinte de leur deuxième enfant, est interviewée par le tabloïd Le Sun et voici ce qu'elle déclare. Tuer des civils innocents britanniques, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Pourtant, quelques mois plus tard, elle prend ses valises et ses 2 enfants et quitte l'Angleterre, destination la Somalie, et à son tour le djihad, dans le rang des Shebab, affiliés à Al-Qaïda. C'est difficile de comprendre la cause de sa radicalisation. Mais c'est très probable que l'implication de son mari dans les attentats du métro de Londres soit cette cause. Les recrues occidentales sont devenues très précieuses pour Al-Qaïda, parce qu'elles sont moins suspectes, parce qu'elles n'attirent pas l'attention et qu'elles sont difficiles à détecter avec leur passeport européen ou américain. Pour Al-Qaïda, les Occidentaux ont beaucoup de valeur. Avec ce faux passeport sud-africain, sous le nom de Nathalie Faye, elle voyage sans éveiller les soupçons des services de renseignement. Elle disparaît complètement des radars jusqu'en décembre 2011. Ce jour-là, la police mène un raid dans une maison qu'elle habitait à Mombasa, dans le sud du Kenya. Elle y découvre des explosifs en grande quantité. Samantha Looswaite réussit à s'échapper, un homme est arrêté, un autre Anglais converti à l'islam radical. Ensemble, ils prévoyaient de mener des attentats contre des lieux fréquentés par des Occidentaux. Samantha se voit affublée de son surnom, la Veuve Blanche. Son complice est jugé et jeté en prison. Un musulman converti, venu de l'Est de Londres, a comparu devant un tribunal au Kenya pour possession d'explosifs. 6 mois plus tard, la Veuve Blanche est accusée d'avoir jeté une grenade dans un bar rempli d'Occidentaux, à Mombasa. Bilan, 3 morts. La jeune fille timide, de la grande banlieue londonienne, est devenue l'une des figures du mouvement des Shebab. Tout au long de son parcours, elle a glissé entre les doigts des services de renseignement. Un profil trop atypique pour être repéré. Il y a des choses que les gouvernements peuvent faire pour empêcher la radicalisation. Mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Ils ne peuvent pas arrêter cette idéologie qui se répand dans une certaine jeunesse en manque de repères. Ce sera impossible d'empêcher la radicalisation de nouvelles Samantha Looswaite à l'avenir. La Veuve Blanche insaisissable. Elle nargue même les autorités
en publiant un poème sur Internet, dans lequel elle écrit « Demain, ce sera peut-être le paradis. Je trouverai mon chemin pour le paradis. Je vois à quel point le djihad est beau. Il est vivant au Kenya, il est vivant en moi. Je respire le djihad. » C'était il y a un peu plus d'1 an, dernière fois que l'on a entendu parler de Samantha Looswaite, jusqu'aux attaques sanglantes de Nairobi cette semaine.